les femmes, on a envie de raconter des histoires. On voit arriver dans les équipes de cinéma des femmes qui se sont dit mais le son ça m'intéresse, il y a des cadreuses, il y a des directrices de photographie. Offrir au monde tous ces récits manquants, toutes ces femmes, toutes nos mères, toutes ces femmes noires qui n'ont pas eu la parole. Il y a des filles à la régie, à l'administration. Et puis ensuite, elles ont été aussi souvent filmées par des hommes. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Notre silence ne nous protégera pas. J'ai envie de dire ce soir que nous ne nous tairons plus. Deux visages nous ont regardés dans les yeux pendant 10 jours de festival, ceux de Susan Sarandon et Geena Davis, les actrices iconiques de Thelma et Louise. Ces deux amies qui détournent le road movie et la violence masculine ont fait l'affiche de cette 79e édition du Festival de Cannes en débardeur et pose nonchalante dans le désert américain avec comme un air de défi pour l'industrie du cinéma. Dans une édition où on n'avait que 5 réalisatrices en compétition, où les questions politiques n'ont jamais été aussi nerveuses à 1 an des élections présidentielles, est-ce qu'utiliser ce film aussi explicitement féministe comme affiche relève du féminisme washing pur et simple ? Je suis Marianne Agier et pour faire le bilan de cette 79e édition du Festival de Cannes dans ce nouvel épisode de Sorociné, je suis entourée de mes Thelma et Louise à moi, Alicia Arpaia, hello, Noémie Attia, salut, et Margot Barallon. Salut. Alors le choix de cette affiche, le Festival de Cannes le justifie par ces mots dans son communiqué de presse, je cite « Ces deux combattantes inoubliables ont renversé la table et fait voler en éclats quelques stéréotypes cinématographiques et politiques. Elles ont montré la voie de l'émancipation quand elle devient vitale. S'en souvenir aujourd'hui, c'est célébrer le chemin parcouru, sans pour autant ignorer celui qu'il reste à faire. » Fin de la citation. Pourtant, malgré les mots de Thierry Frémaux en conférence de presse pour annoncer les films de la compétition, qui disait « 5 réalisatrices en compétition, c'est bien, c'est plus que d'habitude », on est quand même très très loin d'une année record. Alors Alicia, tu voulais nous faire notre petit point habituel sur les statistiques des réalisatrices présentes dans cette édition du Festival de Cannes. Tout à fait, sachant que pour rappel, l'année record c'était 7, c'était pas non plus extraordinaire, voilà. Donc c'est vrai qu'on a vu Thelma et Louise partout dans Cannes grâce à leur présence sur l'affiche, mais comme tu le disais, on est quand même assez proche, je suis d'accord, d'un féminisme washing. On n'est d'ailleurs pas les premières à le dire, beaucoup de journalistes et de commentateurs l'avaient déjà relevé. Et côté représentation, c'est vrai que le bilan n'est vraiment pas glorieux cette année. Donc comme chaque année, je me suis plongée dans les chiffres publiés par le collectif 50-50 avec un constat, la parité est en recul dans presque toutes les sélections du festival, ce qui est quand même assez triste. Dans l'officiel, c'est toujours le plus mauvais élève avec 28% de femmes et seulement 5 en compétition. Du côté de la quinzaine des cinéastes, c'est malheureusement pas beaucoup mieux, on avait été habitué à plus de parité avec seulement 29% de réalisatrices cette année et à la CID 33%. On a seulement 2 bons élèves côté parité, la semaine de la critique qui comme chaque année respecte une parité quasi parfaite avec 55% de femmes sélectionnées et la catégorie un certain regard. Donc là, on est vraiment dans la sélection officielle avec 60% de femmes, c'est-à-dire il y en avait 9 réalisatrices qui étaient présentes dans la compétition à certains regards, ce qui montre une fois de plus que si on retrouve beaucoup de femmes réalisatrices sur des premiers ou second film, puisque la semaine de la critique comme un certain regard sont des sélections où c'est là qu'on voit le plus de films de jeunes réalisateurs et réalisatrices, et elles sont hélas moins présentes dans les sections qui réunissent des cinéastes plus installés, par exemple Cannes Première, où on a vraiment ceux qui sont très installés, que Thierry Frémaux adore faire venir pour montrer les nouveaux films, il y avait 0 réalisatrice. Merci Thierry. Et alors du côté du palmarès, ça donne quoi ? Côté palmarès, là aussi le bilan n'est pas hyper glorieux du côté de la compétition officielle puisque une seule réalisatrice a été primée, L'aventure rêvée de Valeska Grisbach qui a eu le prix du jury, un portrait de femme à la frontière bulgare sur fond de mafia, un film que nous n'avons pas pu voir à la rédaction. Désolée Valeska. Alors pourquoi ? Parce qu'on va nous poser la question, bien évidemment. Parce qu'en fait, la projection avait lieu en même temps que le film de Léa Misus, Histoire de la nuit, comme tu l'as d'ailleurs déjà dit, Margot, en commentaire sur Instagram. Parce qu'on a déjà... on a déjà été interpellés là-dessus. C'est ça. Et en plus, ces 2 films, Histoire de la nuit et L'aventure rêvée, étaient projetés le dernier jour du festival. Donc, une partie de l'équipe était déjà partie. Et celle qui restait, du coup, on a plutôt été voir le film de Léa Misus. Et en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la première fois que les réalisatrices sont vraiment sacrifiées sur le planning de la compétition officielle. Déjà l'année dernière, Kelly Reichardt l'avait clôturé avec The Mastermind. Donc là, on a 2 réalisatrices qui clôturent. Il y avait aussi le film de Charline Bourgeois-Taki qui avait été présenté en tout début de festival, qui n'est pas non plus une place idéale. Donc voilà, comme d'habitude, je trouve que c'est un peu dommage qu'elle soit reléguée comme ça aux extrémités de la compétition. Et je précise quand même que pour rattraper, parce qu'il y a des rattrapages le samedi, si on voulait rattraper le film de Valeska Grisbach, il aurait fallu louper tout simplement la cérémonie.
de récompenses. Donc c'était aussi impossible de le rattraper le samedi. Donc voilà, c'est quand même pas un super signal qui est envoyé, même si un film comme Garance de Jeannery était vraiment projeté le dimanche à 19h, qui est un peu la place reine de la compétition, où il y a quand même des réalisatrices qui étaient bien mis en avant. Côté des autres prix, des autres sélections, quand même, les réalisatrices étaient quand même vraiment présentes. Donc ça, c'est chouette, notamment celles qui ont proposé des premiers films. Du côté de la Caméra d'Or, qui récompense le meilleur premier film, c'est Marie-Clémentine Dousabe-Jambo, une cinéaste rwandaise qui a été primée pour un film qu'on a adoré. On reparlera, qui s'appelle Ben Imana. Du côté de Un certain regard, le grand prix est allé à Every Time de Sandra Wollner. Du côté de la Semaine de la critique, à la Gradiva de Marine Atlan. Donc on vous a déjà beaucoup parlé. Et puis il y a eu un strike du côté de la quinzaine des cinéastes avec 3 prix 100% réalisatrices. Donc ça, c'est quand même assez chouette. Avec Sarah Arnold qui a été primée pour L'Espèce explosive, Lila Pinel pour Chana et surtout Clio Bernard pour Je vois des immeubles tomber comme la foudre, qui a eu le prix du public. Et donc le public valide les réalisatrices. Donc voilà, du côté des autres sections, c'est quand même assez chouette. Et je voulais aussi dire un mot, parce qu'on parle beaucoup des réalisatrices, mais c'était une super année pour le cinéma LGBT, puisque la Queer Palm, donc on va en reparler, a eu un record de participation avec 22 films, dont plusieurs en compétition. On retrouvait des cinéastes comme Pedro Almodóvar, Lucas Dont ou Les Ravis. Donc c'est quand même assez chouette aussi qu'il y avait une représentation de ce côté-là. Queer Palm qui a d'ailleurs été remporté par la réalisatrice Jane Schoenbrunn, qu'on avait connue avec son précédent film I Saw the TV Glow, qui là revient avec le nom le plus difficile à prononcer pour tous les journalistes de Cannes cette année, Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Ah, son bravo. deuxième long métrage. Merci, d'un coup, un strike. Et puis un petit mot aussi sur l'Œil d'Or, qui récompense le meilleur documentaire vu sur la croisette, qui a été remis à Rehearsal for a Revolution, un documentaire iranien d'une actrice et donc réalisatrice iranienne, Pegah Ahan Garani, donc un film aussi très important. Eh ben merci Alicia d'avoir remis les points sur les i pour ce sujet primordial. On va passer en revue pour faire ce bilan les différents grands axes qu'on a pu apercevoir dans ces différentes sélections de cette édition. Mais avant ça, comme toujours, il faut qu'on revienne aussi un petit peu sur ce qui se passe à Cannes aussi en dehors des films, puisque évidemment les films sélectionnés représentent une part du festival. Il y a aussi toute cette réunion de l'industrie du cinéma qui se passe chaque année. Et comme chaque année, le Festival de Cannes et la politique, c'est toujours un peu une histoire d'amour et de haine. On en parle et on n'en parle pas. On accepte, on se targue toujours d'avoir des films qui parlent de politique, mais on n'aime pas les discours qui parlent de politique. C'est toujours un petit peu la grande contradiction. Et cette année, ça a été un peu le point très nerveux de cette édition, puisqu'il y a eu donc quelques jours avant le démarrage du festival la fameuse tribune publiée dans Libération contre, je cite, la mainmise de Bolloré sur le 7e art. Un événement qui a gagné en ampleur dans les jours suivants avec la réaction donc de Maxime Saada, qui est donc le délégué général de Canal+, qui a riposté en affirmant donc ne plus vouloir travailler avec les signataires de cette tribune. Donc ça a été vraiment un peu le grand sujet pendant ce festival de Cannes sur du coup comment est-ce qu'il est possible de passer outre Canal+ dans le financement du cinéma français. Margot, tu voulais rebondir là-dessus? Oui, parce qu'en fait, c'est quand même, c'était un peu l'éléphant dans la pièce jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la mainmise de Bolloré et très récemment là dans le milieu de l'édition, avant ça sur le milieu des médias. Et il y avait toujours cette espèce de paradoxe total à ce que le cinéma n'en parle pas, alors que Canal+ est le premier financeur du cinéma français. Et qu'il y a toujours... Alors, on sent bien que c'est très délicat parce qu'en fait, Studio Canal notamment, donc une des filiales de Canal+, finance tellement de films que dans les films qu'il finance, il y a des films pour caricaturer qui sont woke, qui sont de gauche. Je pense notamment à l'histoire de Souleymane. Voilà, on sait que Canal+ a mis de l'argent dedans. Ils mettent de l'argent dans un film cette année présenté en compétition qui est Notre salut d'Emmanuel Mar, qui parle d'un fonctionnaire vichiste en des termes clairement peu élogieux. On ne peut pas soupçonner ce film d'être d'extrême droite. Donc voilà, il y a toujours un peu ce paradoxe. Mais c'est quand même assez dingue, et moi ça m'a toujours frappé de voir à quel point tout le monde était très frileux là-dessus. Et donc là, au moins la tribune a permis un petit peu de mettre les choses au clair entre les gens qui l'ont signé et les gens qui ont refusé de la signer, les gens qui ont réagi en soutenant même mollement
la tribune, et les gens qui, en revanche, je pense là tout de suite à Mathieu Kassovitz, ont dit il n'y a aucun problème avec Canal+. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucun problème pour l'instant. Et c'est bien pour ça que la tribune... C'est la principale réponse, en fait, de quasiment toutes les personnes du cinéma qui ont été interrogées là-dessus en conférence de presse. Cette idée de dire, pour l'instant, en fait, on n'a pas de problème, donc il n'y a pas de souci. Et puis on sait qu'il y a toujours un décalage entre le moment où on va voir, le moment où la mainmise s'exercera et le moment où nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on va pouvoir la voir. Il s'écoule des années. Mais c'est intéressant de voir que, pas plus tard qu'en fait, il y a quelques mois, Christophe Honoré, interrogé dans le magazine 3 couleurs, a expliqué que déjà, en réalité, il avait perdu le financement de Canal+ pour plaire, aimer et courir vite. Et en même temps, Stéphane Brisé l'avait également pas eu d'une certaine commission, parce qu'il y a plusieurs commissions, c'est toujours très compliqué, pour En guerre, qui parle d'un syndicaliste, parce que Bolloré a dit pas de PD et pas de syndicalistes dans les films que je finance. Donc en réalité, ils ont fini par avoir un financement de Canal+, mais d'une autre commission et un financement moindre. En réalité, aujourd'hui, déjà, il y a des pressions, on le sait du côté des séries. On l'a vu sur la série Paris Police. La 2e saison devait aborder notamment la question de la loi de 1905, donc la séparation de l'Église et de l'État, sujet hautement sensible chez Bolloré. Donc en fait, elle s'exerce déjà cette mainmise. Et c'est pas parce que aujourd'hui le film que vous proposez parle d'un migrant et oui, vous avez eu les financements, que ça ne s'exerce pas à d'autres niveaux. Visiblement, les personnes queer et les syndicalistes font plus peur à Bolloré que les migrants, pour l'instant. Mais toujours est-il que c'est assez intéressant de voir enfin, j'ai envie de dire, enfin un petit sursaut dans le milieu du cinéma. Oui, et c'était quelque chose aussi qu'on a ressenti, nous, en étant présente au festival. Alors moi, je viens pas tous les ans au Festival de Cannes, mais il y a des festivals dans lesquels il est tradition d'huer le logo de Canal+ qui apparaît à l'écran, par exemple à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, ça fait déjà un moment que ça se fait à chaque fois. Ouais. Où c'était vraiment le cas. On y était cette année avec Mariana. Et là, cette année, le public s'est mis à huer Canal+ dans le Grand Théâtre Lumière, ce qui est pendant les projections officielles, donc celles qui réunissent aussi les financeurs, les distributeurs, les producteurs des films en question. Ouais, c'est ça. Du côté très politique de la chose, parce que ça peut, dit comme ça peut paraître un peu hors sol de dire on les a hués, qu'est-ce qu'on s'en fout, mais oui, en fait, c'est un peu la tradition, on applaudit tout le monde par politesse, quoi. Enfin, en l'occurrence, c'est un geste hautement politique, même si ça paraît un peu anodin de huer effectivement à une grande première d'un film, un financeur direct du film. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, avec cette question très politique en fait, qui a refait surface pendant le festival, c'est que on se rappelle du moment du festival de Berlin où en fait les sujets politiques ont été très vite écartés par des réalisateurs présents, dont Wim Wenders, il me semble, oui, tout à fait, qui était dans le jury. Et là, cette année, en fait, les sujets politiques se sont imposés. Donc, il y a eu par cette tribune du collectif Zappé Bolloré. Et où on a vu donc, des figures des films de la compétition, notamment Swan Arlo, prendre position très ouvertement sur ces sujets, et ainsi que Arthur Harari, aussi réalisateur de L'Inconnu. Donc moi, en fait, j'ai trouvé ça intéressant que la question politique soit un petit peu quand même abordée. On verra tout à l'heure que pas par tout le monde. Mais moi, j'ai trouvé ça assez positif. On avait aussi Anna Mouglalis qui nous avait rappelé que... le festival de Cannes avait été créé en réponse au festival de Venise, oui, qui était fasciste. C'est ça. Donc l'origine antifasciste du festival de Cannes, peut-être qu'il persiste encore un tout petit peu. Tu citais Swan Arlo et Arthur Harari, ça me fait une excellente transition pour passer à la question du palmarès, qu'on va d'abord commenter avant de passer à la suite, puisqu'on a été pas mal à être assez déçus, ou en tout cas un petit peu interloqués d'un palmarès qui nous paraissait pas très audacieux. Alors moi, je n'ai pas vu Fjord, donc je suis pas en capacité de critiquer le film ou non, mais je crois que c'est le cas de vous trois, donc je vais vous laisser débattre là-dessus, mais en tout cas, donc, on avait la Palme d'Or qui a été remise à Fjord, donc le film de Moon Gil qui avait déjà eu une première palme avec 4 mois, 3 semaines et 2 jours, c'est ça ?
Exactement. Le Grand Prix au film russe Minotaur de Zviagintsev, un prix de la mise en scène ex aequo pour Los Ravis, pour La Bola Negra et Fatherland de Pawlikowski, et le prix du scénario donc remis à Notre Salut d'Emmanuel Mar, dont on avait déjà pas mal parlé dans les épisodes précédents à propos de la réception du film, et le prix du jury pour Valeska Grisbach, effectivement. Donc au niveau des prédictions, on n'a pas trop eu le nez creux. Enfin, Fatherland, tu l'avais évoqué, Et ouais. Margot. Donc Moi, bravo j'ai à eu toi. pas mal de films, mais complètement pas aux Juste bonnes pas places. du tout dans le bon ordre. Moi, j'avais évoqué Minotaur aussi. Oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de ce prix, effectivement, qui nous paraît un peu tiède, mais peut-être parce qu'aucun des films français qu'on avait appréciés n'est vraiment au rendez-vous? Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un jury qui a plus récompensé des gens qui font par ailleurs pas trop mal ce qu'ils savent faire que vraiment des gens qui ont osé quelque chose. C'est l'impression que j'ai globalement. C'est le cas de Pawlikowski, donc avec Fatherland, c'est le cas du Zviagintsev Minotaur, c'est le cas pour moi aussi de la Palme d'Or Fjord et Munju, même si j'ai même tendance à dire que c'est pas du tout le meilleur film de Munju et il est un peu en dessous de ses précédents. On l'avait évoqué dans d'autres podcasts, je pense que Notre Salut ne pouvait pas remporter la Palme d'Or avec aucune personnalité française dans le jury, et même une seule n'aurait pas suffi de toute façon. C'était très difficile de récompenser un film qui est plein de références à l'histoire française, plein de subtilités, et plein d'ailleurs de subtilités parfois assez drôles dans la mise en scène, mais qui sont pas traduites. Il y a beaucoup d'affiches, d'éléments de décor qui sont hilarants, mais ils sont pas traduits en réalité. Donc moi je pense que pour des gens qui parlent pas français et ou qui ne le lisent pas très très bien, c'est un petit peu compliqué. Donc ça, moi j'ai pas vraiment été déçue que de pas voir ma palme du cœur remporter la Palme d'Or. En revanche, j'avoue que j'ai eu d'autres déceptions. Moi j'ai une énorme déception sur le prix d'interprétation masculine. Je vous laisse vous battre, c'est l'Octogone. Parce que je n'ai pas aimé ce film, mais ça c'est une chose. Mais surtout, je n'ai pas du tout aimé la direction des acteurs. Et donc, moi, j'ai pas du tout compris ce prix. Alors que je n'ai pas aimé Soudain de Hamaguchi. En revanche, je trouve très mérité le prix d'interprétation féminine pour ces deux actrices. Alice, à toi, tu avais aimé Coward. Donc moi, j'avais adoré Coward et j'avais adoré ces deux jeunes comédiens. Je trouve que si le film devait être au palmarès, c'était vraiment à cette place-là. Parce que moi, je trouve qu'ils ont... Pourquoi tu rigoles? Pas parce que je vois la tête de Margot. Ah non, j'ai rien dit, j'ai rien fait. Elle est fermée, elle fait non de la tête. Ils portent le film, et notamment Valentin Campagne, que j'ai trouvé formidable, même si je sais que cet avis n'est pas du tout partagé par certaines personnes. Mais vraiment, je n'ai rien dit. Moi, je trouve qu'ils ont un très bel avenir qui s'ouvre à eux, et ce qui m'a plus interpellée, c'est que Lucas Dont monte sur scène avec eux. C'était un petit peu bizarre, en mode genre mes deux poulains. Ouais. Bon, pourquoi pas, mais ce n'est pas ton prix, mon garçon. Donc voilà, après, plus globalement sur l'ensemble du palmarès, moi je trouve qu'il est assez cohérent par rapport à la qualité des films de la compétition qui nous était proposée. C'est un palmarès qui personnellement me convient, puisque tous les films que j'ai aimés de mon côté ont été primés ou presque, à part le Arthur Harari, qui était quand même un de mes grands favoris, et c'est vrai que c'était le film le plus audacieux, donc voilà, on n'a pas forcément récompensé l'audace sur ce palmarès. Après voilà, moi c'est vrai aussi que sur la Palme, je suis contente que Fjord soit au palmarès, mais je n'aurais pas forcément mis si haut, parce que je pense un peu comme toi, Margot, que Christian Mungiu a fait de meilleurs films, notamment RMN, qui était son précédent film présenté sur la Croisette, qui pour moi avait vraiment l'ampleur d'une Palme d'Or, parce qu'il y avait une mise en scène qui était très très ambitieuse, qui était aussi beaucoup plus subtile et innovante que dans Fjord, qui est très classique quand même pour moi à ce niveau-là. Pour moi, Fjord, c'est vraiment un film de scénario, donc je pense qu'on va en débattre juste après, mais moi, voilà, je trouve que c'est un bon film, c'est une bonne palme, mais peut-être que le film d'Andrei Zviagintsev aurait mérité ce prix-là pour sa teneur peut-être aussi politique et de mise en scène un peu plus forte que le film de Mungiu. Pour ma part, j'ai été hyper déçue par cette Palme d'Or. Je n'ai pas du tout accroché à ce film, et je trouve que politiquement, justement, il est discutable. Mais je comprends vraiment totalement pourquoi un jury aussi international que celui de cette année a pu le récompenser. Pour moi,
je ne lui vois pas de qualité. Non, moi je suis assez d'accord avec Alicia, c'est un grand film de scénario et d'ailleurs je trouve en fait qu'il est un peu parasité par l'importance du scénario qui fait qu'on oublie un peu la mise en scène et donc pour moi le prix du scénario était tout indiqué pour Fjord, j'étais vraiment persuadée qu'il l'aurait. C'est le seul film où j'ai pronostiqué et j'aurais souhaité la même chose. Bon, et là pour le coup je me suis complètement viandée. Non, moi j'ai un regret quand même, c'est l'absence au palmarès de L'être aimé de Rodrigo Sorogoyen, qui est un film que je trouvais suffisamment accessible à tout le monde pour que justement un jury international puisse y être sensible, qui était pour moi un des films qui m'a aussi émue. J'ai trouvé que ça a grandement manqué dans cette sélection, pour ma part en tout cas. Il y en a eu d'autres, Notre Salut est un film qui m'a émue, mais vraiment j'ai une petite pointe de regret pour Rodrigo Sorogoyen. Puis même Notre Salut, je trouve en meilleur scénario, c'est pas à ça que je l'associerais tout de suite. Je trouve que la mise en scène est tellement folle dans ce film. Totalement d'accord. Je l'aurais vraiment vu là. Tous les ans, en fait, ils prennent quelqu'un et à qui ils savent pas quoi donner, mais ils reconnaissent que c'est pas mal et ils donnent le scénario. On a envie de le récompenser, on sait pas quoi lui donner, donc on lui donne le prix du scénario. C'est sûr que la mise en scène était déjà en mode, il y avait déjà un doublé sur la mise en scène, on pouvait pas faire un triplé. Oui, parce que c'est vrai que c'est plus un film de mise en scène pour moi, Notre Salut, qu'un film de scénario. Il y a quand même des innovations formelles, comme on a pu le dire dans le podcast précédemment, qui sont absolument dingues et qui sont les plus impressionnantes de la compétition pour moi, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, tu le disais Margot, mais le prix de la mise en scène, pour le coup, Pawlikowski avec Fatherland, il avait déjà eu ce prix-là pour Couloir. Donc c'est vrai que il y a un effet de redite, soit lui donner plus, soit effectivement donner. Et après le jury n'a pas forcément conscience, j'imagine, de quel prix il y a eu. Non, c'est vrai, mais moi par exemple cet ex-aequo-là, il me gêne parce que La Bola Negra des Ravis et Fatherland de Pawlikowski, c'est deux styles de mise en scène radicalement opposés, très affirmés à chaque fois, mais radicalement opposés. Et en fait, moi, j'ai l'impression là d'avoir un jury qui n'a pas su faire de choix. Et j'avoue que ça me gêne un peu. Oui, choisir, c'est renoncer. Il y a toujours des déçus. En réalité, dans les deux cas, je trouve ça mérité. Donc, j'ai pas de. Mais je trouve ça dommage en fait parce que en ne choisissant pas l'un ou l'autre, je trouve que ça diminue un peu les prix des deux. Et par ailleurs, je tiens à dire quand même que tous les prix collectif, donc que ce soit pour les actrices, pour les acteurs ou pour la mise en scène, tous, il y a eu des moments, moi, que j'ai trouvé extrêmement gênants sur scène lors de la remise. Pour les prix d'interprétation, dans les deux cas, on a eu une des deux personnes primées qui a pris beaucoup de place et l'autre qui avait l'air d'être complètement en retrait et c'était tendu. Et par ailleurs, j'ai appris que ça avait été très tendu dans les interviews après, entre les actrices et les acteurs. Ah oui. Ouais. Et les actrices. Et on les adore, mais est-ce qu'elles étaient si contentes que ça d'être récompensées ensemble ? Je ne sais pas. Et pour la mise en scène, moi j'ai trouvé ça encore pire. C'était lunaire. Ouais. Vraiment, c'est Xavier Dolan qui remet le prix, qui effectivement son cinéma et lui-même sont plus proches des Ravis, et donc là c'est embrassade, accolade, machin. Et après on a Paweł Pawlikowski qui est plus âgé, qui est polonais, qui fait un cinéma très différent. Et en fait, on a l'impression que plus personne n'a envie de l'entendre et qu'il a la médaille en chocolat. Je trouve que c'était gênant en réalité. Bon, la cérémonie de clôture était globalement assez mollassonne et un peu gênante, mais moi j'ai eu l'impression en fait qu'on a empêché un peu les primés de kiffer, quoi. Et après ce palmarès mollasson, on va s'attaquer aux films en eux-mêmes. Alors on en a déjà pas mal parlé dans les podcasts précédents, donc là l'idée c'est un peu de faire une sorte de bilan des grandes thématiques qu'on a pu apercevoir dans cette édition. Et c'est vrai qu'il y en a une qui a sauté aux yeux directement, même au moment des annonces des films en sélection, c'est la guerre. Alors principalement la Seconde Guerre mondiale, mais pas que, on a aussi la première dans Coward, voire d'autres guerres, mais c'est vrai que beaucoup de films se déroulaient dans un contexte de guerre cette année. Beaucoup de films notamment sur la Seconde Guerre mondiale en compétition, donc on avait Fatherland, Moulin, Notre Salut, De Gaulle en hors compétition. Ça faisait quand même beaucoup de points de vue très français d'ailleurs. Ouais. Mais alors moi ma première question tout simplement c'est, à votre avis, pourquoi est-ce que cette année, qu'est-ce qui fait que là on a autant de films qui se passent pendant la guerre, Alicia ? Moi ça me paraît assez évident, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte géopolitique qui n'est pas hyper joyeux, je vais pas vous faire de dessin. Et qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là ? En fait, je pense qu'on regarde vers le passé pour essayer d'apprendre des leçons entre guillemets de l'histoire, de l'analyser, de voir quel écho ça peut faire aussi avec
notre époque. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé autour de Notre Salut, notamment, qui est le film le plus pertinent sur cette question-là pour moi. Et forcément, du coup, on ne regarde pas trop vers l'avenir. Donc c'est vrai qu'on a moins de films audacieux, de films qui essaient de penser le futur ou le présent. Et c'est un petit peu dommage, mais on avait quand même eu de très fortes propositions là-dessus. Enfin, il y a eu un peu de tout, hein. Vraiment. Moi, j'ai pas vu un film comme La Bola Negra, par exemple, qui traitait aussi de ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'un film comme Moulin, par exemple, c'est vraiment le film à l'ancienne et qui, pour moi, vraiment ne doit plus forcément être fait sur cette question-là de la résistance, de faire de Jean Moulin un martyr. C'était un film un petit peu étrange, surtout quand on voit Notre Salut derrière, qui a un point de vue totalement différent et totalement novateur sur la question de la collaboration en France. Donc c'est pas les mêmes sujets, bien évidemment, mais c'est sûr que là, tout de suite on voit qu'il y a un gap vraiment entre ces deux représentations de la Seconde Guerre mondiale et de comment en France on a vécu ça du côté de la résistance et du côté du coup de la collaboration. Donc intéressant. Puis aussi un mot sur le film de Zviagintsev, parce que la guerre est aussi, t'en as pas parlé, mais la guerre en Ukraine était aussi présente à travers ce film-là, parce que c'est un contexte, c'est vraiment, elle est hors champ dans le film, et c'est moi ce que j'ai aimé d'ailleurs, c'est une chose que j'ai préféré dans ce film, et c'est pour ça que je lui aurais aussi donné la Palme d'Or, parce que c'est jamais trop appuyé, c'est vraiment hors champ, ou c'est vraiment dans des petites subtilités, dans l'image, dans la mise en scène, rien n'est appuyé, et pourtant elle est omniprésente, et on la voit à quel point la guerre a un impact sur l'intime, puisque c'est son sujet à Zviagintsev. En fait, c'est marrant de voir que la plupart des films qui abordent le sujet de la guerre le font un peu pour décrire en fait la déliquescence politique d'un pays, mais aussi morale, éthique des individus. C'est évidemment le cas de Notre Salut avec des collaborationnistes, mais c'est aussi le cas du Zviagintsev, puisque en réalité, il montre vraiment une Russie où on balance des gens sous le bus pour qu'ils soient draftés, entre guillemets, par l'armée. En fait, la guerre, et de manière générale, la contrainte va révéler en fait tous les vices des individus. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi... Alors, je trouve que La Bola Negra, là, peut-être, justement, et Coward, à sa façon, propose d'autres choses, plus optimistes, plus flamboyantes, sur comment on essaie de traverser la guerre en restant soi-même. Donc c'est aussi deux films queer. Dans Coward, on a les deux personnages qui vont monter des pièces de théâtre pour divertir, en fait, sur le front les soldats. Et donc, il y a quelque chose, là aussi, du rapport à l'art, qui est évident aussi dans La Bola Negra. Et là, c'est plus l'écriture dans La Bola Negra. Mais donc, en gros, comment l'art nous permet de traverser l'adversité tout en s'affirmant soi-même, en l'occurrence dans sa queerness. Donc c'est assez intéressant de voir que la guerre sert aussi à révéler le meilleur des individus, parfois, comme le pire pour d'autres. Et moi, je trouve que le pire, en fait, c'est de parler de la guerre sans rien avoir à dire. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est le problème de Moulin, où je dirais même pas qu'il fait de Moulin un martyr, de Jean Moulin un martyr. Pour moi, c'est un film qui n'a pas de point de vue, qui aborde plein de choses qui auraient pu être très intéressantes, mais sans jamais les creuser. Et en fait, ce que je reproche énormément à ce film-là, que je trouve par ailleurs pas honteux. En fait, si tout avait été raté, je crois que j'aurais été moins déçue que là, où il y avait des trucs réussis, où moi, je trouve que Gilles Lelouch est bon. Et en réalité, je suis deg qu'on me raconte rien sur cette figure, que cette figure, elle soit utilisée pour rien. Ben, du coup, c'est assez en accord avec la promotion assez désagréable de ce film dont Noémie, tu voulais nous parler. Oui, ben, en fait, j'ai l'impression que, en ayant regardé la conférence de presse sur le film, en fait, le réalisateur Laszlo Nemes fait de Moulin, en fait, presque une figure apolitique. Oui. Ce qui joue, en fait, totalement sur le mythe d'une France résistante, totalement. Après, moi, j'ai pas vu le film, mais j'imagine que c'est ça. C'est totalement ça. Genre... C'est vraiment, en fait, là où le film, moi, je trouve, devient un peu intéressant, c'est quand il oppose vraiment Klaus Barbie et Jean Moulin dans une forme de duel psychologique. Là, je trouve qu'il se passe quelque chose, vraiment, il y a du cinéma, alors que vraiment, la première partie du film, c'était d'un ennui mais profond, où il rencontre Louise Bourgoin, parce qu'il y a aussi toujours des histoires de femmes, on n'en a pas trop parlé, mais il y a toujours une corrélation entre la guerre et des problèmes de couple, de femmes, que ce soit dans... Non, Coward, il n'y a pas beaucoup de femmes. Non, je pensais Notre Salut, bien sûr. Que ce soit dans le film de Zviagintsev, que ce soit dans le film d'Emmanuel Mar, et donc aussi bizarrement dans Moulin. et donc c'est un film qui et puis ce qui est bizarre, on l'a pas trop abordé, mais c'est qu'en plus c'est du fantasme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas historiquement exactement ce qui s'est passé. Alors oui, on sait qu'il a été torturé, etc., mais ce qui s'est passé exactement, on n'en a strictement aucune idée. On sait même pas exactement où il est mort, mais
justement... Parce que la dernière image du film, en plus, fantasme aussi quelque chose que j'ai trouvé, pour le coup, Ouais. très gênant et un peu hors sol, en fait. pour Ouais, moi. moi je suis assez d'accord avec toi. Mais en fait, moi je suis pas gênée par le fait d'investir un trou noir de l'histoire, même sur une figure aussi mythique que celle-ci. En revanche, ça nécessite, encore une fois, de raconter quelque chose. Si tu Oui, c'est imagines... l'ombre et la lumière, pour moi, Voilà. c'est juste ça. Enfin, Si tu c'est- imagines quelque chose, et en fait, il y a des pistes intéressantes. À un moment, Moulin, dans la cour de la prison, avertit un de ses collègues en disant il faut me faire sortir de là parce que je vais balancer les autres. Je trouve ça génial comme idée. De nous dire, en fait, ce grand mythe de la résistance, c'était peut-être aussi un homme faible, peu sûr de lui, et peut-être de montrer comment on fait pour résister à ça. Mais ça n'explore pas non plus cette piste. Moi, je suis d'accord avec Alicia, le face-à-face avec Klaus Barbie est génial. En plus, l'acteur Lars Heidinger, l'acteur allemand qui fait Klaus Barbie, il est génial aussi. Donc, ça aurait pu être un super face-à-face, mais c'est aussi abandonné. Et franchement, il y a des séquences magnifiques dans le film. Moi, il y en a une absolument magnifique avec une autre résistante où, en gros, là, on voit ce que ça voulait dire vraiment d'être résistant et la violence que ça pouvait être. Et en fait, la force d'âme que ça demandait. Et c'est une scène très violente, mais franchement magistrale. Et en fait, c'est ça qui est dommage, quoi. Il y a plein de choses bien, mais à la fin, c'est un gros gouloubi-boulga où il y a, encore une fois, en fait, en journalisme, on aurait dit il n'y a pas d'angle. Tu n'as pas d'angle, tu n'as pas de ligne éditoriale. Et point c'est de ça, vue. moi, qui m'a manqué dans ce film-là. Bah, moi, je me pose même la question de mettre encore en avant des grandes figures de la résistance. Alors, en fait, moi, je me demande dans quel but on fait ça, dans quel but le film fait ça. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans une époque maintenant où il faut absolument qu'on déconstruise le rapport en fait, de la majorité à la Seconde Guerre mondiale, en fait, dans le sens où la majorité des Français n'étaient pas résistants. La majorité des Français n'étaient pas vraiment positionnés. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une époque où on déconstruit ça et où des films comme La Zone d'intérêt, comme Notre Salut, en fait, qui vont vraiment questionner le côté, en fait, donc pas, pour le coup, pas attentiste, mais vraiment activement collabo, voire même nazi, sont beaucoup plus pertinents pour voir aussi comment, en fait, ce glissement s'opère à un moment où, effectivement, dans une époque où, effectivement, il y a la montée du fascisme, où des personnes qui ne se positionnent pas beaucoup ou qui ont l'impression d'être dans le juste ne le sont pas forcément. Avec Moulin, moi j'ai l'impression, et surtout avec la réaction de Gilles Lelouch qui n'a pas voulu parler de la teneur politique du film, moi je trouve qu'on est justement totalement dans une espèce d'aveuglement là-dessus. Non, c'est vrai qu'il y a aussi De Gaulle qui, moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais de ce qui en paraît dans le marketing, dans la promotion, ce serait une hagiographie de la résistance au sens large, parce que ce n'est pas que Charles de Gaulle, c'est aussi d'ailleurs Jean Moulin, le général Leclerc, etc. Là aussi, et puis sous la forme d'un blockbuster C'est aussi. ça. Ça a On vraiment ne cherche cette pas en tout forme-là. cas à déconstruire, donc c'est pour ça que je trouve qu'un film comme Notre Salut a d'autant plus de valeur. Et l'autre motif aussi que j'ai vu un peu se dégager, c'est celui de la lâcheté. On parlait de la lumière dans Cohort, c'est vrai que c'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué dans le film au premier visionnage. Mais je pense qu'à revoir le film, je pense que la question de la lâcheté est aussi, d'ailleurs c'est le titre du film. Oui. Voilà, donc c'est très important. Et c'est vrai que Cohort sur la question de la lâcheté est un film qui est aussi passionnant parce que en fait la lâcheté peut sauver aussi les personnages. Donc je trouve que c'est aussi quelque chose qui était intéressant comme motif dans les films de guerre qu'on a pu voir. En fait, on en revient pour moi un peu à la signature de La Tribune. Ça permet, les films de guerre comme La Tribune, à chacun de se positionner et au moins les choses sont assez claires sur qui a quoi à dire sur ces périodes historiques et donc sur le présent puisqu'on ne fait jamais des films d'histoire en réalité. C'est ça, et puis ce qui était bien, c'est qu'on n'avait que des films très différents les uns des autres. Donc pour moi, il n'y avait pas de redite non plus sur cette thématique-là, ce qu'on pouvait avoir peur sur le papier. Non, c'est vrai que chaque film, effectivement, racontait quelque chose de très différent sur cette question-là de la guerre en général. Et je me disais, même si on tire le fil un peu plus loin, hors vraiment du sujet en lui-même sur la guerre, moi, il y a un autre film auquel je pense qu'on a pour le coup toutes vu, sauf toi, Alicia, c'est Hope de Namoujin. Si, je l'ai vu, je l'ai rattrapé. Oui, tu l'as vu, pardon. C'est vrai que c'est aussi un film de guerre. Qui est une sorte de blockbuster d'Alien, quoi, en gros, un film d'action d'Alien, mais qui a tous les défauts qu'on peut lui reprocher
mais qui, en fait, sous sa forme vraiment de film d'alien, de blockbuster, parle aussi très concrètement de guerre, d'invasion, parce qu'il se situe, je pense qu'il y a beaucoup de petites touches, et notamment, je pense, beaucoup qu'on n'a pas vu au vu de son contexte, mais le film se déroule vraiment au niveau de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, évoque aussi un interventionnisme américain, je pense, et voilà, est un film vraiment d'action de bout en bout. Donc je pense que là-dessus encore, on est dans cette thématique-là, même si ça a une forme très différente. Oui, et aussi moi dans Hope, j'ai vu, comme le titre l'indique, mais une espèce d'espoir acharné à se battre, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti dans la première partie du film, qui est une assez longue séquence d'un policier de course-poursuite entre un policier et donc un alien qui fait 3 mètres de haut, 1 tonne mais un alien très 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 humanoïde, je pense qu'on peut le dire, c'est juste un être humain très grand et très moche, grosso modo. Oui, mais qui reste quand même un monstre entre guillemets, et qui peut en fait vraiment écrabouiller un humain en un claquement de doigts, derrière lequel en fait ce policier qui est armé d'un pistolet va en fait s'acharner à le combattre, alors que ça paraît perdu d'avance. Et juste pour finir, parce qu'on parle beaucoup de films de réalisateurs, des sujets très masculins, mais il y a une réalisatrice qu'on a oublié de citer qui a aussi parlé de la guerre dans l'un des plus beaux films de cette sélection officielle, c'est donc Ben Imana qui a eu la Caméra d'Or et qui évoque le génocide au Rwanda, et qui est un film sur la parole. Donc je voulais vraiment en parler parce que c'est une autre manière aussi de parler de la guerre civile en l'occurrence. De l'après de la guerre en l'occurrence. C'est ça, puisque en fait son film donc se déroule 20 ans à peu près après le génocide, à partir de 2012 où les procès se sont ouverts et où la parole s'est libérée entre les bourreaux et les victimes. Et en fait donc c'est une fiction mais qui a une teneur quasi documentaire. Enfin, c'est un film extrêmement troublant et en même temps magnifiquement en termes de cinématographie. Elle filme merveilleusement bien justement le dialogue de ces femmes. Je trouve qu'il y a une force politique absolument incroyable dans ce film qu'elle a mis plusieurs années à réaliser. Donc je ne sais pas s'il y a une sortie française, mais en tout cas on voit que quand les femmes s'emparent aussi de ces sujets-là, c'est pour parler de la parole justement des femmes, de comment elles ont vécu la guerre en tant que victimes, mais aussi en tant parfois que mères, que femmes des bourreaux. Donc c'est un film qui m'a vraiment passionnée et bouleversée. Oui, et puis c'est vrai que juste pour terminer là-dessus, moi j'ai aussi trouvé Ben Imana assez génial parce que c'est un film qui se concentre aussi beaucoup sur l'impossibilité d'une forme de pardon. Il y a une sorte de conflit un peu générationnel entre le personnage principal et sa fille. Le personnage principal, qui s'appelle Veneranda, en parallèle de ses procès, tient elle aussi des groupes de parole avec des femmes qui en fait sont un peu de tous côtés par rapport à ce positionnement vis-à-vis du génocide entre les Hutus et les Tutsis. Enfin, il y a quelque chose elle ne fait pas de différenciation en tout cas au niveau de ses présences, mais du coup ça peut être des moments très nerveux aussi au niveau des groupes de parole. Et justement sur cette idée de conflit générationnel aussi vis-à-vis de sa fille qui elle représente vraiment une forme une nouvelle génération rwandaise qui elle veut vraiment aller de l'avant avec une forme d'amnistie, mais qui est du coup extrêmement compliquée parce que ça implique aussi d'aller de l'avant parfois avec des violences qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas toujours été jugées. Et je trouve que c'est toutes ces contradictions-là et tous ces troubles-là, effectivement, la réalisatrice Marie-Clémentine Dussabé-Jambeau, elle en parle extrêmement, extrêmement bien. Et on sent que c'est effectivement, comme tu le dis Alicia, c'est extrêmement bien documenté. On mentionnait Coward. Et ça me permet de faire une superbe transition sur la deuxième grande thématique qu'on a vue dans ce festival de Cannes, qui est les récits queer. Alors, les récits explicitement ou implicitement queer, il y en a qui le sont très ouvertement. Je pense à Jimmy Quinn, par exemple, qui a été la séance de minuit queer la plus attendue de tout le festival. Mais il y a aussi d'autres exemples, comme on va sûrement en débattre un petit peu, mais Noémie, tu mentionnais un moment L'inconnu de Arthur Harari comme étant un film qui présente en tout cas des possibilités de lecture queer assez évidentes. Je pense aussi à La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet, que je n'ai pas vu, mais qui avait pas mal suscité de passions souvent négatives, et qui était un film aussi avec une relation lesbienne au centre de son récit. Oui, effectivement, on voit que les thèmes queer ont vraiment progressé. Donc, comme tu le disais, Alicia, c'était l'édition avec le plus de films en compétition en lice pour la Queer Palm, ce qui est vraiment positif. Mais avec ça vient évidemment un petit peu de pink washing, de queer washing. On en a eu un petit peu l'impression en regardant La vie d'une femme.
un film qui se passe dans un milieu très bourgeois, où une chirurgienne en burn-out va rencontrer une femme qui va vraiment la bouleverser et elle ne va pas non plus quitter son mari pour autant. Mais bon, on voulait un peu revenir sur cette relation lesbienne qui va se construire donc, entre le personnage joué par Léa Drucker et Mélanie Thierry. Relation qui nous a paru un petit peu essentialisante ou même en fait esthétisante des relations lesbiennes en fait dans la manière dont elle a été tournée et dans la place qu'elle prend aussi dans l'histoire comme presque un encanaillement en fait du personnage et qui ne va pas vraiment, bon évidemment la bisexualité existe, aucun problème avec ça, mais qui voilà, on peut se poser la question en fait de quelle est la place en fait de ces récits queer au sein de ces films-là et au sein de la programmation du festival et quel genre de récits queer sont acceptables notamment dans la compétition versus dans les sections parallèles du festival. En fait, moi je trouve qu'on voit une vraie différence entre les relations gays et lesbiennes là-dessus. Si on prend un film comme La Bola Negra, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup moins corseté et timide finalement qu'un La vie d'une femme. Moi, La vie d'une femme, je serais un peu moins sévère que toi, Noémie, parce que je trouve quand même que quand la relation ne va pas fonctionner, c'est un peu la première fois que cette chirurgienne en burn-out manifeste vraiment un sentiment de déception ou en tout cas un sentiment négatif et tout ça. En revanche, là où moi j'ai été un peu désespérée, c'est que j'y ai pas cru 2 secondes à cette relation lesbienne, puisqu'en fait, il n'y a aucune alchimie entre ces 2 actrices, c'est assez cousu de fil blanc. Enfin, dans le genre naissance du désir et tout ça, on a déjà vu tellement mieux que moi je trouve ça gâché. Et sur le pinkwashing, moi j'ai été pour le coup très énervée par le film Sanguine, qui était une autre projection de minuit, où on nous montre d'abord une relation hétéro qui sert à rien, mais comme tellement de relations hétéro dans les films que voilà, et ensuite une relation lesbienne qui est une sorte de pendant qui sert tout autant à rien. Et là, moi, j'ai eu l'impression vraiment de voir la liste de courses du film moderne et bien de son temps qui avait coché une nouvelle case. Ça m'a vraiment agacée, en fait. Évidemment, bravo les lesbiennes, mais est-ce qu'on peut éviter d'en faire des trucs aussi nazes que les relations hétéros ? Ce serait bien, quoi. Juste préciser, pardon, que Sanguine est un film d'horreur, un film de body horror, et qu'effectivement, ça rentre, ce que tu dis, dans toutes les catégories, mais effectivement, là, ça ajoute aussi, c'est vraiment une histoire, comme beaucoup de films de body horror, ça raconte une sorte de descente aux enfers d'une jeune femme, et c'est vrai que du coup, il y a un peu un côté où cette relation lesbienne, qui en plus est extrêmement épisodique, même par rapport à la relation hétéro, qui prend beaucoup plus de place. Complètement. Là, il y a vraiment un moment où ça arrive, et puis ça n'arrive plus, et après ça disparaît. Et je trouve que ça rajoute aussi à cette gradation du film, dans l'idée elle s'enfonce de plus en plus dans quelque chose de très malsain, et la relation lesbienne intervient vraiment à ce moment-là, et en plus est présentée de manière très, très déformée, très cauchemardesque. Et c'est très Black Swan, en fait. Je trouve que c'est une référence à Black Swan, vraiment, sauf que c'est pas un rêve ou un fantasme. Du coup, c'est un peu bizarre, voilà, mais bon, elle couche avec son ennemi, donc très bien. Et là-dessus aussi, moi, un autre film qui m'a interpellée, c'est Garance, parce que, alors je trouve que la relation entre Adèle Exarchopoulos et Sarah Giraudot est magnifique, vraiment. Je trouve que c'est une des plus belles histoires d'amour qu'on ait vues à Cannes entre 2 personnages queer. Mais ce que j'ai moins aimé, c'est la manière dont on évoque justement la sexualité du personnage de Garance, qui est joué par Adèle, puisqu'il y a une scène au début du film où en gros on va la voir devenir lesbienne, et je trouvais ça un petit peu bizarre de mettre dans ce film qui est quand même un film assez grand public, Garance, on sent qu'il est destiné au grand public pour faire plein d'entrées, pour aller au César, etc. Et il y a presque une scène qui explique comment elle est devenue lesbienne. Elle a rencontré Jenny Bess, qui est aussi je pense que si je rencontrais Jenny Bess, je deviendrais lesbienne. On l'adore, mais c'est vrai que c'est assez elle incarne un véritable archétype de la lesbienne qui s'assume plus que le personnage principal, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et du coup, je trouvais que cette scène était un peu étrange. Genre, la scène n'est pas horrible en soi, mais
une manière en fait de dire regardez, elle était hétéro au début, elle devient lesbienne pour installer finalement la relation principale avec Sarah Giraudot, et pour moi c'était pas nécessaire en fait. Pour moi ça aurait gagné peut-être en intensité, en émotion, si finalement la relation s'était faite juste comme ça peut être dans la vie. Enfin voilà, moi en tout cas cette scène là je trouve qu'elle était pas forcément utile, elle était un petit peu explicative, pédagogique pour faire accepter la relation suivante au grand public. Je l'ai un petit peu ressenti comme ça, et c'est un petit peu dommage. Moi sur cette scène elle m'a pas gênée, au contraire je trouve que moi je me suis pas dit que le personnage de Garance était lesbienne, je me suis plutôt dit que c'était une bi pas très assumée. J'ai trouvé ça intéressant dans le sens où moi j'y ai vu comme un moment où elle assumait en fait sa sexualité queer, qu'elle n'avait pas trop questionné auparavant en fait, parce que quand on est une femme bi, c'est tellement plus facile de sortir avec des hommes, d'avoir que des relations hétéros. Et en fait, ce moment-là avec Jenny Beth représentait vraiment un choix qu'elle faisait d'explorer cette partie d'elle et de l'accepter. Mais je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles. En revanche, oui, revenons sur L'Inconnu de Harari, qui est peut-être le film le plus... en tout cas pour moi, qui est le film le plus étrange que j'ai vu de cette sélection. Et qui a ce truc en fait de film tellement... alors ce qui a à la fois une qualité et un défaut, de film tellement vaste et vague et sans conclusion, qui fait que du coup on peut y analyser beaucoup de choses, on peut y apposer beaucoup de réflexions, mais effectivement sur la question du body swap, du fait du changement de corps qui est vraiment au centre du récit, de la métamorphose corporelle, sans trop en dire, mais bon on va être obligé de spoiler un petit peu, mais du coup la question des fluidités de genre, la question de transidentité me semble vraiment au cœur du film. En tout cas on peut très facilement y apposer cette lecture-là. Noémie, je crois que c'était ton cas. Oui, tout à fait. On ne peut pas ne pas y penser parce qu'en fait, dans ce film-là, tous les body swaps se font entre un homme et une femme. Donc à chaque fois, on a un homme dans le corps d'une femme ou une femme dans le corps d'un homme. En fait, ce qui fait que le jeu des acteurs est vraiment... Et ça, Léa Seydoux en a parlé en interview, mais vraiment décorrélé du genre qu'ils ont, en fait, du genre de leur corps. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'un point de vue du jeu d'abord, mais aussi, souvent pour résumer la transidentité, on dit que c'est un homme dans le corps d'une femme ou l'inverse. Et je pense que ce film nous fait un peu une sorte d'illustration de ça. Bon, une illustration... un peu binaire, mais tout de même en fait moi je pense que la manière dont en fait Léa Seydoux occupe ce corps-là, donc Léa Seydoux joue un homme qui est dans le corps de Léa Seydoux qui est dans son corps, son personnage, donc le personnage qui est à l'intérieur de son corps est un homme, mais son corps est celui d'une femme, et celui d'une femme en plus qui et Léa Seydoux le mentionnait, est en postpartum. Non mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un corps qui est entre guillemets presque monstrueux. Je m'étais très goguenée parce qu'il est tout à fait normal ce corps, mais c'est pas un corps qu'on voit souvent au cinéma. Il y a une scène qui est peut-être une des scènes les plus marquantes de la compétition où justement ce personnage s'observe et découvre ce corps de femme, et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez passionnant dans la manière dont Arthur Harari parle justement à travers les corps de ses personnages, parce qu'on a aussi un personnage masculin avec donc une femme à l'intérieur, et le personnage du corps masculin est pareil, au-delà des carcans habituels qu'on peut voir au cinéma, un corps très maigre, et je trouve que c'est des choix très très intéressants qu'il a eu de mise en scène de ses comédiens. Oui. Et je trouve par ailleurs que du coup ça donne des prestations assez dingues quand on voit donc Nils Schneider qui joue mais qui joue en fait une femme, encore une fois, à l'intérieur du corps de Nils Schneider, et qui plus est effectivement d'une adolescente. Il y a quelque chose, en fait, elle est répugnée en fait par ce corps qui n'est pas le sien, et elle se recroqueville, et il a une manière de se recroqueviller que j'ai trouvé à la fois très enfantine et aussi très féminine finalement. Et ça vient aussi à... Ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on en vient à s'interroger sur comment... Parce qu'il y a pas de raison pour laquelle un homme pourrait pas se recroqueviller comme ça. Pourquoi est-ce que justement, en fait, la fragilité, la vulnérabilité qui est apportée à ce moment-là et qui en réalité est totalement décorrélée de capacités physiques. Oui, les hommes, vous êtes capables de vous recroqueviller en position fétale. Peut-être faites-le plus souvent. Voilà, il y a quelque chose là-dessus qui est hyper intéressant à observer. Ouais, et puis alors
Peut-être je sais pas quand le film sort, mais peut-être qu'on reviendra là-dessus un peu plus en détail, justement sur toutes les analyses possibles de ce film. Mais je crois qu'Alissa, c'était toi qui le mentionnait à un moment quand on discutait du film, mais il y a aussi, je pense, tout un discours sur le viol et sur la dépossession du corps qui suit le viol, parce que c'est... Bon, on entre encore plus dans le spoil, mais bon, ça fait déjà un moment qu'on est dedans. Ces changements de corps ont lieu après des actes sexuels et qui sont souvent très très violents, qui ne sont pas forcément présentés comme des viols en tant que tels dans le film, mais qui sont très facilement lisibles en tant que tels. Et c'est vrai que du coup, il y a vraiment une idée, on peut avoir en tout cas vraiment cette lecture d'être dépossédé de son propre corps, voire être aussi... Il y a vraiment cette idée aussi du dégoût d'un corps qu'on habite, mais qui n'est pas le nôtre, d'où cette idée de lecture queer aussi. Mais en tout cas, cette lecture-là du viol, je la trouve assez passionnante. Et je trouve aussi que c'est intéressant de voir comment le film traite des violences sexuelles envers les femmes, puisque on suit, comme on le dit depuis tout à l'heure, un homme dans le corps d'une femme qui va découvrir aussi ce que c'est que de subir ces violences. Il y a à un moment donné une rencontre avec un personnage masculin qui va essayer justement d'être tactile. On va pas jusqu'au viol, mais il y a quelque chose de très inquiétant avec ce personnage-là, et donc on voit qu'il le ressent physiquement, le personnage joué par Léa Seydoux. Puis il y a une autre scène de viol beaucoup plus explicite qui, moi, m'a totalement aussi bouleversée et qui est extrêmement troublante, parce que là aussi ça questionne totalement le rapport au corps, le rapport au genre. Enfin voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, je pense qu'on reviendra là-dessus au moment de la sortie du film, mais c'est vraiment passionnant sur ces questions. Bravo Arthur Harari. Et alors, du coup, moi, ça me fait une transition parfaite pour enchaîner sur la troisième grande thématique qu'on avait décelée dans plusieurs des films de cette sélection. Alicia, c'est toi qui voulais revenir là-dessus, mais c'est vrai que la question de l'emprise et des violences sexuelles et notamment psychologiques te semblait assez présente dans cette édition. Oui, parce que c'est vrai que c'est des thématiques qui ont longtemps été les grandes absentes du cinéma, surtout du cinéma français. Et là, c'était étrange de voir 3 films, en fait, dans des sections différentes, qui en parlaient. Alors je ne les ai pas tous vus, mais on avait Mauvaise étoile à l'acide, on avait le film de Géraldine Nakache qui s'appelle Si tu penses bien, qui était présenté hors compétition, je crois. Oui. Et on avait également Chana, qui était à la Quinzaine des cinéastes, le film de Lila Pinel. Pardon, c'était Cannes Première. C'était Cannes Première. Ah. Du coup, j'ai dit une bêtise parce que les chiffres de 50-50, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 0 en Cannes Première, mais du coup, ils ont rajouté Géraldine Nakache, donc il y en avait une. Okay. Voilà. Les chiffres de 50-50 étaient un peu, j'imagine, avant les retours. Avant les ajouts. Ouais. Donc, mea culpa, voilà, il y avait quand même des femmes à Cannes Première. Merci Géraldine Nakache. Sur un film sur l'emprise. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant d'avoir comme ça 3 films français qui parlent de ce sujet-là. Moi, je n'ai vu que Chana, qui est un film qui a plusieurs sujets. Voilà, c'est pas un film que moi j'ai adoré, mais je trouve que sur la question de l'emprise, le film était assez subtil, parce qu'on voit un personnage en fait qui d'un côté a conscience qu'elle est sous l'emprise de quelqu'un, un homme qui est en prison, pour qui elle continue de faire du deal, qui la met donc en danger. Et malgré ça, elle continue de rester, malgré les avertissements. Et je trouve que c'était une description assez juste de l'emprise que j'avais rarement vue, en tout cas, de cette manière-là. Voilà, c'est difficile de s'en sortir parce qu'il y a quand même de l'amour. Il y a de la violence énormément. Et c'était une représentation, je trouve, assez juste, notamment grâce au jeu de Eva Huot, qu'on adore. Donc voilà, un film vraiment intéressant sur cette question-là. Et donc, au-delà d'ailleurs des rapports de toxicité au sein du couple, je trouve que la question de la toxicité était présente dans d'autres films, notamment la toxicité parent-enfant aussi, des rapports de domination. Je pense par exemple à un film à la Semaine de la critique comme La Frappe, qui parle de la question incestueuse et justement de cette ambivalence. Qu'est-ce qui se passe quand on aime, parce que notre parent reste notre parent, quand on l'aime aussi comme un enfant aime son père, mais qu'il y a cet inceste qui est là au-dessus comme une chape de plomb au-dessus de cette relation. Et je trouve que du coup c'est un film qui parle vraiment très très bien de ce sujet-là. Donc voilà, je trouve que c'était aussi je l'ai vu dans plusieurs films en fait, surtout en début de festival, donc ça m'a assez marqué de voir que aussi la toxicité des relations humaines, parce que voilà, on a parlé de la guerre tout à l'heure, mais je trouve qu'aussi le festival a montré à travers ces films cette année qu'il y a aussi une absence de dialogue au global dans les relations humaines. En tout cas, c'était aussi une des thématiques moi qui m'a marqué, même si c'est très large et on peut en voir beaucoup de choses. Oui, et qu'on a retrouvé aussi dans Gentle Monster, film de la compétition, sur non pas des potentielles agressions sexuelles. C'est ça, où il n'y a pas forcément de l'emprise,
mais on a aussi quelque chose de très intéressant sur une femme qui se questionne sur qu'est-ce qu'on sait finalement de son mari. Est-ce qu'on peut continuer d'aimer quelqu'un qui a commis le pire? Est-ce qu'on doit le croire? Est-ce qu'on doit croire la justice? Qu'est-ce qu'il en est? Enfin, c'est un film que j'ai trouvé assez passionnant sur ce sujet aussi. Ouais. Oui, il a quelque chose de très trouble justement sur la possibilité en fait de la vérité de ces actes-là. Je pense que la question de la vérité est vraiment un sujet central dans Gentle Monster, et le fait qu'on soit dans un doute permanent, parce qu'en fait rien n'est vraiment avéré dans mon souvenir, donc tout repose vraiment sur la question de la croyance. Et c'est vrai que là-dessus le film joue sur une corde très sensible et très trouble, et d'où le fait qu'il y ait eu des réceptions assez négatives parfois de la presse. Mais moi je trouve que là-dessus en tout cas il touche à quelque chose de très fin, de très trouble, mais aussi de très vrai. Pour finir ce bilan, alors on est un petit peu à tête reposée, mais on n'est pas tant à froid que ça, parce que ça fait 3-4 jours que le festival s'est terminé pour nous. Mais je voudrais quand même vous demander, là, maintenant qu'on a un petit peu décanté la vingtaine, trentaine de films qu'on a vus, je ne sais pas combien, on a aussi décanté le palmarès. Pour vous, là, si vous devez faire un bilan, résumer cette sélection du Festival de Cannes à un film, c'est quoi le film que vous retenez, vous, de cette édition ? Alicia? Moi, j'en ai déjà beaucoup parlé dans le podcast, mais on a parlé de guerre, on a parlé de toxicité, d'emprise, de plein de choses pas très joyeuses. Ouais. Et du coup, moi, le film que je retiens, c'est le plus lumineux, c'est Soudain de Ryusuke Hamaguchi. Surprise. Le lobby. C'est bon, elles ont eu leur prix, tu peux t'arrêter. Elles m'ont fait pleurer. Non, parce que je trouve justement que c'est un film qui a fait du bien dans cette sélection cannoise, qui était assez lourde, qui était en corrélation avec ce qu'on vit actuellement dans notre société au niveau géopolitique, donc avec la guerre, au niveau aussi des relations humaines qui sont de plus en plus complexes dans un monde où on se parle de moins en moins. Et je trouve que vraiment ce film m'a fait une sorte de bouée de sauvetage presque, j'ai envie de dire, mais de ce festival. Moi, j'ai été bouleversée alors que je ne m'y attendais pas sur ce que ça raconte philosophiquement, de être à l'écoute des autres, se recentrer sur soi. C'est un film qui aussi parle beaucoup du capitalisme, de comment en sortir, et c'est une thématique qui n'était pas très abordée, je trouve, dans ce festival, et je trouvais ça hyper intéressant que ce soit du côté de la lumière et de l'humanisme. Donc Ryusuke Hamaguchi, Soudain, ça sort cet été, et allez le voir malgré ses 3h15. Margot? Moi, le film que je retiens, mais on en a beaucoup parlé, donc je vais pas prendre celui-là, c'est bien sûr Notre Salut, qui est vraiment le pendant de Soudain. Ça parle aussi de capitalisme, mais c'est pas joyeux du tout et pas lumineux. Mais j'ai adoré. Non, du coup, je voudrais revenir sur un film dont on a peu parlé et qui, pour moi, mérite vraiment d'être mis en avant, et qui a donc eu le prix, sa réalisatrice a eu le prix du public à la quinzaine des cinéastes. C'est Je vois des immeubles tomber comme la foudre de Clio Barnard. C'est la réalisatrice qui avait fait Le Géant égoïste en 2013. C'est un film qui suit une bande de potes d'une banlieue pauvre de Birmingham, qui parle aussi de capitalisme, et en l'occurrence de comment finalement on n'échappe jamais vraiment à son milieu d'origine, comment on y revient toujours, que ce soit par nostalgie ou par nécessité. Et en fait, c'est un film qui aurait pu être un drame social assez plombant, et qui arrive à sortir de ça grâce à la finesse de son écriture. On a envie de suivre les personnages jusqu'au bout. Alors, c'est un peu un film dans lequel le malheur circule entre les personnages. Dès qu'il y en a un qui va mieux, en fait, c'est son pote qui va un peu moins bien. Mais c'est très moderne aussi dans ce que ça raconte des amitiés, et notamment des amitiés masculines. Et puis, moi, j'ai envie de le retenir parce que j'ai eu un gros problème sur beaucoup de films dans ce festival. J'ai souvent eu la sensation de devoir choisir entre la mise en scène et le scénario. Et il y avait souvent un seul des deux aspects qui était vraiment réussi. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est très très bien écrit, mais il y a aussi une des images qui m'a le plus marquée, donc vraiment il faut prendre le titre au sens strict du terme. Je vois des immeubles tomber, parce qu'en fait on dynamite des logements dans ces banlieues pauvres pour soi-disant en reconstruire, qui seront accessibles à tous, mais bon, on sait très bien comment ça fonctionne. Et le film s'ouvre sur une scène de boîte, de danse, donc avec ces jeunes qui dansent, qui sont hyper heureux, et elle nous coupe ça, Clio Barnard, avec vraiment un immeuble qui s'effondre, et qui évidemment illustre aussi l'état intérieur du personnage dont il est question. Je trouve que c'est magnifique, je trouve que c'est très parlant, je trouve que c'est un beau film, et donc ce sera aussi un film à voir quand il sortira. Noémie?
Alors moi pareil, le film que je retiens le plus, on en a déjà un peu parlé, c'est L'Inconnu, mais je vais aussi parler d'un autre film histoire de le mettre en avant aussi. Et moi en fait mon problème à Cannes cette année, c'était que je ne pleurais pas devant les films. Oui, je comprends. Et il y en a peu qui ont réussi à me faire verser des larmes, mais celui qui a le plus réussi, je dirais que c'est Club Kid de Jordan Firstman. Moi, c'était un film que j'attendais beaucoup parce que je le suis depuis quelques années, depuis ses sketchs sur Instagram jusqu'à son rôle dans I Love LA et dans Rotting in the Sun. Jordan Firstman, c'est à la base un humoriste. Et donc là, avec Club Kid, il nous raconte une histoire. En fait, moi vu le titre, on peut se douter que ça va se passer dans le milieu de la teuf. Et c'est le cas, mais pas seulement. J'ai vu dans des interviews qu'il donne une image de ce milieu-là qui colle à la réalité, puisque lui, c'est une des rares personnes qui a pu avoir accès à des lieux emblématiques de la scène queer, en fait, de la nuit new-yorkaise. Et du fait, en fait, qu'il a lui-même fréquenté ces lieux et qu'il connaît, en fait, ces personnes. Et donc, en fait, pour cet aspect-là, presque cinéma-vérité, moi, j'ai trouvé ce film hyper intéressant. Mais donc, à ce milieu-là de la fête va se frotter un thème qui paraît opposé, mais qui ne l'est pas tant que ça, qui est celui de la parentalité. Voilà, où en fait, le personnage principal, donc joué par Jordan Firstman, va se découvrir papa d'un enfant qui a 10 ans et va devoir donc essayer de naviguer avec cette nouvelle parentalité acquise par surprise. Et en fait, moi, j'ai trouvé ce film très émouvant en fait, sur sa manière de mettre en scène en fait, un personnage qui a passé 30 ans, accorde encore une grande place à la fête et au monde de la nuit, puisqu'il en a fait son métier, et qui se rend compte en fait que peut-être que ce n'est pas de ça dont il a envie ou dont il a besoin, sans pour autant en fait stigmatiser ce milieu, parce qu'on le sait que le milieu de la nuit et le milieu alternatif de la fête sont des lieux vraiment très importants pour la communauté queer. Donc voilà, moi j'ai trouvé ce film très émouvant. On lui a reproché un certain classicisme dans sa mise en scène, mais moi je trouve que ça fait du bien d'avoir un film comme ça. Et voilà, c'est peut-être le seul film états-unien dont on va parler. Désolée, j'étais assez contente qu'il n'y en ait pas beaucoup cette année, mais vrai. Malheureusement, ils sont forts, hein, ils m'ont tiré les larmes. Et toi, Mariana ? Et moi, honnêtement, les coups de cœur que j'ai eus sur cette édition, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc je vais pas forcément revenir dessus. Après, c'est vrai que, en fait, si j'essaye de prendre du recul et de me dire d'ici un an de quel film je pense que je vais plus me le rappeler, comme c'était le cas par exemple pour Sirat l'année dernière, qui reste quand même pour moi la grande bombe de l'édition 2025. Sur 2026, en fait, je me demande si c'est pas justement Notre Salut qui est celui que je vais le plus retenir, même si on en a déjà beaucoup parlé. Mais effectivement, moi, je suis peut-être un peu moins fan que vous du film, parce que je trouve qu'il a quand même quelque chose d'un peu raide. Enfin, moi, j'ai quand même eu à plusieurs reprises du mal à m'accrocher, parce qu'il y a quand même ce récit assez décousu. Tout le contexte historique est vraiment évoqué par allusion. Donc, il y a des moments où j'ai eu un petit peu du mal à me raccrocher, mais ça reste quand même le film le plus audacieux en fait, mine de rien, comme tu l'avais dit Margot, mais sur son côté un peu documentaire, réussir vraiment à recréer ce que c'est l'administration Vichy comme un faux documentaire. Il faut quand même un talent de mise en scène et de direction d'acteur pour réussir à faire ça. Après je pense que si je fais le bilan, mais bon, je vais refaire du lobby parce que c'est les deux films dont j'ai le plus parlé, mais en gros c'est ce film là et La Gradiva de Marine Atlan. C'est vraiment les deux films dont j'ai été vraiment le plus fan cette année, donc on reste là-dessus. Pour l'instant, ça ne change pas. On fera peut-être le bilan d'ici l'année prochaine. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Merci. Et maintenant, on va aller se reposer. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser, comme d'habitude, 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un petit commentaire. Ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. Et pour le prochain épisode, on se retrouve très vite pour revenir sur une série qui est en train de toucher à sa fin et qu'on adore d'une certaine manière détester. C'est la série Euphoria, et je préviens, on ne va pas être tendre. À bientôt.